Maintenant, on va partir dans la France du XVIIe siècle. Autre exemple, mais qui, celui-là, vous allez voir, est absolument génial et j'espère qu'il va vous intéresser et vous passionner comme moi. Les 22 brailleurs, comme on les appelle des fois, hurleurs, crieurs de foire. Au cours de mes recherches, en 2024, je suis tombé, par hasard, entre guillemets, mais ça a retenu mon attention, sur un système de représentation du monde qui s'appelle les cris de la ville. Il est daté du début du XVIe siècle, 1500-1550, un siècle avant l'apparition du tarot de Marseille, au même moment où apparaissent les premiers tarots en France, des tarots lyonnais sans doute. Et ce système de représentation du monde est un système de représentation d'un monde, le monde de la ville. On est en ville, dans la cité, à Paris d'ailleurs. Et en voyant ces images et tout, en allant sur le site de la Bibliothèque nationale de France, parce que c'est elle qui a numérisé le document, je commence à regarder les figures, les illustrations, et je me dis, tiens, je sais pas, en fait, il y a un truc qui m'a attiré. Je me suis dit, ça peut m'aider à comprendre le tarot. Je sais pas pourquoi. Donc, je suis allé voir. Et des mois après, je suis allé rechercher ça, et je m'aperçois que j'avais pas été attentif à la première page que vous voyez à gauche du corpus du document qu'on a gardé. Il y a quelqu'un qui a rassemblé ces figures-là de ce petit système de représentation du monde, et puis il a plié ça dans un papier, et puis il a écrit «Les anciens cris de Paris, 22 figures». Alors ça c'est plus fort que les 22 tablettes gauloises, les amis. Voilà un petit système de représentation du monde de la ville, et plus spécifiquement des marcheurs crieurs des places des villes de Paris au XVIe siècle, en 22 figures. Fini. Alors je me suis souvenu tout de suite de la 22e figure, le baveur, le bavard, qui est exactement assimilable au fou. Je vais vous montrer ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a conservé que 19 figures sur les 22. Donc on ne connaît pas le corpus entier, mais on sait qu'il y avait à l'origine 22 figures. Je vais essayer un petit peu de vous présenter ce document. Et il s'agit en même temps, c'est un document important, vous le voyez comme c'est écrit dans la note, de la première représentation connue dans le monde de marchands ambulants, avec la mention de leurs cris. Pourquoi ça a été représenté, illustré? Parce que depuis l'Antiquité, il y a régulièrement des documents dans toutes les grandes villes du monde qui ressortent d'auteurs qui écrivent les places de marché dans les villes. C'est insupportable les jours de marché, parce qu'elles sont remplies de crieurs, de marchands ambulants. Ah, venez acheter mon poisson, acheter mon truc. Et c'est la cacophonie totale. Et apparemment, ça a traumatisé nos ancêtres, les amis. Parce que dans toutes les grandes villes, que ce soit Babylone, que ce soit les grandes villes d'Égypte, Paris, n'importe quelle période, régulièrement, en romantique aussi, ça revient. Les gens sont traumatisés par ça. C'est catastrophique, apparemment. Et la première fois que ça a été illustré, parce qu'avant ça faisait que l'office de poème ou de récit, c'est là, en 1500. Regardez ça. La 22e figure de ce petit système du monde de 22 figures s'appelle le baveur ou le bavard. C'est pareil, c'est le même mot en argot français. C'est la figure marginale du corpus. Pourquoi? Parce que c'est pas un marchand. Tous les autres sont des marchands ambulants. Mais lui, il est au milieu, il médit sur tout le monde, il fait sa commère, il vient cracher sur tout le monde. Regardez là, il est même en train de péter apparemment. Il est entouré de mouches, il pue, il est sale. Il a des bottes de bouffon, des habits de bouffon, c'est un fou. Et dans le petit poème qui apparaît à côté, il est écrit, explicité, qu'il n'a pas d'esprit. Donc c'est un fou. Donc vous voyez qu'on commence quand même là, au-delà des 22 figures, ça ressemble au tarot. Oui, le mat ou le fou est placé en 22e des fois. Parce que des fois, il y a des gens qui disent c'est 0, d'autres 22, et puis d'autres qui rappellent qu'il n'y a pas de numéro. Mais quand même, il y a quelque chose. Vous pouvez voir le numéro 22 tout en haut, qui est le bon, et en bas 19. C'est la 19e conservée. Vous voyez la dernière du corpus parce qu'on n'en a conservé que 19. Mais on sait qu'à l'origine c'était la dernière, donc en 22. Oui, mais voilà, je vous dis tout de suite quelque chose. Il est possible que cette figure ou une autre dans le corpus ne fasse pas partie du corpus initial. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de figures qui aient été peintes en 1500-1550, puis peut-être un siècle ou deux après que ça a été complété, ou juste 10 ans après ou un an après. Il y a une ou deux figures qui n'ont pas l'air forcément d'avoir été faites en même temps. Ou alors on les a retrouvées dans les archives à différentes époques et ils ont été rassemblés plus tard. Je ne sais pas. C'est pour ça que le 22, vous voyez, comment savoir? C'est dur. Oui, mais voilà, ce n'est pas tout. Après, j'ai tiré le fil de la pelote. Je me suis amusé. Et j'ai fait de la pareidolie. Et regardez comme ça peut aller loin. Regardez la 13e figure. Un personnage avec une serpette, avec une petite faucille. Dans le tarot de Marseille, ou dans le tarot français tout simplement, le 13 d'atout, c'est un personnage avec une faucille.
une autre ressemblance qui correspond numéralement. Ah oui, mais c'est pas tout. Regardez en 8, un personnage qui ressemble trait pour trait à l'ermite. L'ermite qui certes est en 9, mais on n'est pas loin. Il porte sa lanterne. Et il est aussi voûté. Les Italiens disent gobbo, bossu, mais en français on ne peut pas vraiment dire bossu parce que bossu, nous, c'est vraiment quand on a une déformation de bosse. Mais il est voûté par sa charge. L'ermite, on le sait, est toujours voûté dans les tarots, parce qu'il est Saturne à l'origine, qui est appelé gobbo, le bossu. Très ressemblant, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout. Regardez qui on a en 14. 14 dans les tarots français, c'est Tempérance. On a une figure féminine qui porte des harensorts, bon, mais qui a deux gobelets dans son panier, qui pourraient nous faire penser aux deux urnes de Tempérance. Quand on cherche des liens, on les trouve, les amis. J'en ai trouvé, hein. Et moi, je suis exhaustif quand je cherche. Incroyable quand même ça, non? C'est tellement incroyable que maintenant j'ai du mal à me dire que c'est. Maintenant, je pense que l'écrit de la ville a peut-être été influencé par les premiers tarots qui arrivaient en France, mais je pense pas, c'est impossible, enfin, ça n'a pas de sens. C'est un objet complètement profane, mais c'est fou quand même. Regardez comme ça va loin. Regardez le numéro de celle-ci. 17. La vendeuse de lait, qui a son urne avec l'oiseau. En 17, on a l'illustration de l'étoile sur les tarots français. Voilà jusqu'où peut nous porter ce qui est sans doute l'œuvre du hasard. Mais on ne s'arrête pas là avec ce document, parce qu'en fait, il est intéressant à plus d'un titre. Et peut-être, et c'est ce que je crois, il peut nous renseigner sur un point du tarot. Qu'est-ce qu'on peut observer sur ces deux images, quand on les met côte à côte maintenant? Il y a quelque chose à propos du décor. Tous les deux apparaissent comme en campagne, le mat comme le baveur. Et c'est pareil pour le battleur, et c'est pareil pour d'autres personnages du tarot de Marseille. On interprète la plupart du temps le mat dans le tarot de Marseille comme un fou, ou un pèlerin, ou un jongleur errant en pleine cambrousse dans la campagne. Parce qu'on interprète quoi? On interprète un seul niveau de lecture, à savoir l'image qu'on a devant les yeux. Et oui, les amis, mais le problème, c'est que notre personnage à gauche, qui est situé dans le même type apparemment de décor, il est en ville. Il fait partie de ce système de représentation des marcheurs et des crieurs ambulants qui se situe en plein cœur bondé de la ville sur la place de marché. C'est une certitude. Ce que vous voyez à gauche, les amis, c'est la représentation picturale au XVIe siècle en France d'un personnage sur une place de marché. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est un point important pour l'interprétation des illustrations du tarot de Marseille, là. Je parle du tarot de Marseille. Petit anachronisme, on repart dans le futur. On ne peut pas dire, en fait, que le mat est en pleine nature. On ne peut pas dire ça, en fait. Parce que ces illustrations des cris de la ville nous montrent bien que le sol qui est représenté de cette façon-là, en fait, semble être tout simplement un code graphique. C'est pas une représentation réaliste. C'est tout bête, mais en fait, c'est juste, on l'oublie souvent, il faut y penser à ça. Un artiste, un peintre, un graphiste, un dessinateur, c'est avant toute chose quelqu'un qui résout des problèmes et qui applique des codes graphiques. Donc, là où je veux en venir, c'est que au début du XVIIe siècle, on le sait, vous trouverez d'autres documents. Quand apparaissent les tarots de Marseille, ce type de représentation et ce code graphique existent toujours, largement. Pendant longtemps, on va représenter ce type de personnage en ville, mais sur une espèce de terre-plein ou de terrain vague. C'est juste un code graphique. Ce code graphique qui peut par contre représenter un élément réaliste de l'époque. C'est qu'il n'y a pas de goudron dans les villes. Et donc ce sont des places en terre avec de la végétation. Donc là, ce qui manque, ça va surtout être la foule bondée et les maisons. D'accord? Mais peut-être qu'en fait, c'est une représentation un peu réaliste des places de foire. D'accord? Mais notre mat à droite, maintenant, ça nous met en trouble. Ça nous... Comment affirmer quelque chose maintenant à propos du décor du mat? Il est peut-être juste là sur une place de marché, exactement comme les bouffons et les fous étaient. Ils étaient dans les villes, en général. Par contre, ils bougeaient beaucoup, c'était les voyageurs. Ça, c'est clair. Il peut être en train de bouger d'une ville à l'autre, ou il peut être sur une place de marché, ce mat. On ne peut pas savoir, à mon avis. Intéressant, quand même. Idem pour le battleur. Et maintenant, on ouvre un petit peu. On est attentif à chaque décor de chaque planche des cris de la ville. Et vous voyez que c'est tout le temps la même chose. Ce monsieur, il vend des lames de métal et du fer et des serpettes. Il en a plein son sac. Il est au milieu d'une foule bondée sur une place de marché. Mais l'illustrateur emploie un code iconographique qui est celui-ci, de son temps.
Et il est présenté, voilà, sur, plutôt de la terre avec de la végétation. Mais notre battleur, c'est pareil. C'est pire pour le battleur à mon avis, pour moi. Parce que le fou, le mat, il y a aucun problème qu'il soit dans la nature parce que, c'était des gens mobiles, errants, qui faisaient que de bouger les fous, hein, donc ça, il y a aucun problème. Mais le battleur, dire qu'il est en nature comme beaucoup de passionnés de tarot le disent volontiers, c'est pas un problème pour la pratique. Mais par contre, c'est faire un contresens à mon avis historique. Parce qu'on prend n'importe quelle peinture et représentation d'un battleur de toute l'histoire européenne. À titre personnel, j'en ai jamais vu une seule qui présente un battleur loin d'une ville parce que ça n'a aucun sens. Le battleur, il monte sa table à tréteaux là où il y a du monde pour pouvoir faire un tour et que la foule s'amasse. Et j'ai entendu encore récemment des passionnés de tarot qui montent des modèles autour du battleur en expliquant qu'il représente Bacchus ou Pan, des dieux de la nature, Orphée aussi, etc. Parce que vous voyez bien, il est en pleine nature. Et en fait, si ça se trouve, c'est un contresens total, c'est-à-dire à gauche aussi, on a un type en pleine nature, mais non, non, il est en pleine ville. Attention, attention. Voilà comment ce document, l'écrit de la ville, moi, m'a amené à prendre conscience de ça et à découvrir ce qui est, bah, là, j'appelle ça comme ça, mais un code iconographique du XVIe siècle français, XVIIe aussi, sans problème, peut-être avant aussi, quoi. Et vous voyez, et je pourrais vous montrer les 19 planches, vous voyez chaque figure hein, qu'on a étudiée ensemble. À votre droite, en passant, vous voyez ce que les anciens appelaient un oublieur. Ce monsieur, il a dans le panier qu'il porte, sa charge sur son dos, il a des petits biscuits. Des petits biscuits qui étaient si savoureux et si sucrés que quand on en mangeait un, ça nous faisait oublier pendant un temps tous nos problèmes de la vie, quoi. Ça pensait à Matrix avec les fameux les petits biscuits aussi, hein. Et donc on appelait ces gens les oublieurs, ceux qui font oublier. Et ils se baladaient dans les villes pour vendre ces petits biscuits qui eux-mêmes étaient appelés des oubliés peut-être, ou quelque chose, un dérivé. Donc voilà, ce monsieur qui ressemble à l'ermite, évidemment, est tout sauf un ermite et n'a rien à voir avec le tarot. Il vend des petits biscuits, mais regardez, il est aussi sur son terre-plein. Voilà. Mais tous ces gens sont en ville. Une ville qui n'est pas de notre temps. Concluons quand même sur ce, sur ce document qui est quand même assez énigmatique. À mon avis, c'est tout à fait hasardeux qu'il ressemble un petit peu au tarot français. Qui sait? Peut-être que l'auteur s'est amusé parce qu'il a vu un tarot passer, et peut-être qu'il était, voilà, peut-être qu'il s'est amusé à faire coller certaines figures. Ah, mais je ne crois pas. Je crois que j'ai surtout vu moi des liens par un petit peu effet de pareidolie. Mais en tout cas, c'est très intéressant de s'apercevoir que le nombre 22, de toute façon, est présent comme un archétype dans notre esprit, hein, puisque dans la culture judéo-chrétienne, voilà, les 22 paroles de Dieu, les 22 lettres sacrées sont au fondement quand même, donc c'est toujours là. Et ça peut des fois sans doute orienter le nombre de figures d'un système représentatif. Je crois que ça peut se passer ainsi, quoi.